Bonjour tout le monde, Antoine Joubert, bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Alors, je réponds d'emblée à la question de la semaine dernière. En quelle année est-ce qu'on avait commercialisé pour la première fois au Canada un produit portant l'écusson Kia? Eh bien, la réponse, c'est 1988. Évidemment, il n'y avait pas de concessionnaire Kia à cette époque-là, mais il y avait une entente commerciale entre Kia et Mazda, le constructeur japonais, qui commercialisait une fourgonnette à l'international qui était un produit Kia, la Kia Besta. Et chez nous, pour une raison assez curieuse, ce véhicule-là portait l'écusson Kia, la Kia Besta, qui a été vendue à 300 unités seulement sur le marché canadien, le temps que n'arrive la fourgonnette MPV, la Mazda MPV, parce qu'à cette époque, tout le monde voulait avoir une fourgonnette, comme quoi les temps ont bien changé. Alors, cette semaine, je vous parle d'abord, évidemment, du Porsche Cayenne coupé que je conduis, que je mets à l'essai. Il sera rapidement question du Cybertruck de Tesla que j'ai pu apercevoir cette semaine. Et on va aussi parler de l'Alberta qui fait volte-face face aux véhicules électriques. C'est assez particulier. Alors, Cayenne coupé, un véhicule que j'apprécie particulièrement, pas nécessairement pour sa carrosserie, parce qu'honnêtement, je ne comprends pas vraiment pourquoi on choisit un coupé plutôt que le Cayenne traditionnel. En ce qui me concerne, le look n'est pas nécessairement plus invitant ni plus sportif et je pense que le modèle régulier fait déjà un bon boulot. Mais il y a une panoplie de versions disponibles et ça, c'est la version de base. Avec moteur V6 turbo compressé de 3 litres, ça fait 349 chevaux, 0-100 km/h annoncé en 5,6 secondes. Alors, c'est loin d'être la version la plus performante, mais c'est quand même un prix d'entrée à un peu plus de 95 000 $. Et ici, tenez-vous bien, même si ce n'est pas un véhicule particulièrement extravagant, il y a près de 50 000 $ d'options, ce qui porte la facture à 146 000 $ et des poussières. Alors, c'est très facile, on le sait, de mettre des options chez Porsche, mais celui-ci, on en a beurré épais, comme on dit. N'empêche, le comportement routier de ce véhicule-là, évidemment, bon, j'ai pu essayer des versions comme la Turbo GT, comme le modèle e-Hybrid Turbo, qui est extrêmement performant. Ça fait 729 chevaux de puissance combinée. Alors, c'est incroyable. Le Turbo GT que j'ai pu conduire l'année passée, 650 chevaux. C'est une véritable fusée. Le 0-100 km/h se fait en bas de 3 secondes. Alors, c'est vraiment incroyable. Mais ici, même si la puissance n'est pas particulièrement extravagante, c'est la solidité, c'est le comportement routier. Et j'ai beau vouloir comparer ce produit-là avec à peu près n'importe quoi d'autre dans le segment, il n'y a pas un VUS intermédiaire de luxe qui est plus intéressant, plus dynamique à conduire et plus solide que le Porsche Cayenne. Bon, évidemment, il y a certaines personnes qui pourraient penser à des modèles encore plus poussés, comme le Lamborghini Urus, mais dans les faits, le Urus dérive de ce produit-là et coûte inutilement plus cher avec un look qui, évidemment, est encore plus flamboyant. Alors ça, faut aimer. Mais en ce qui me concerne, c'est le produit de l'heure dans ce segment-là. Il faut évidemment allonger beaucoup de billets pour pouvoir se le procurer, mais le Cayenne demeure un produit qui s'améliore avec le temps, qui est de plus en plus fiable aussi, qui est très solide et qui est toujours très invitant à la conduite. La position de conduite dans ce produit-là, elle est littéralement fantastique. Bon, évidemment, il faut faire attention aux options si on ne veut pas amener la facture vers des sommets littéralement indécents. Mais il y a des gens pour qui ça ne pose pas problème et on va mettre la totale. Porsche le sait bien et en profite d'ailleurs, mais je pense que rendu à 140-145 000 $, bien, on peut peut-être passer à la version e-Hybrid ou à la version S et couper un peu sur l'équipement, ne serait-ce que pour avoir un peu plus de puissance ou avoir une version hybride rechargeable, la e-Hybrid, qui est quand même assez intéressante, qui va offrir 464 chevaux de puissance combinée et une autonomie électrique dépassant les 50 km. Alors pour moi, c'est peut-être le meilleur des mondes. Ce véhicule-ci, c'est le modèle de base, si on peut s'exprimer ainsi. Et j'ai l'impression que de moins en moins d'acheteurs vont le sélectionner parce qu'il y a quand même un certain intérêt à passer à l'étape supérieure. Et des versions chez Porsche, comme je le mentionnais, il y en a énormément. Le Cayenne, c'est un véhicule extrêmement lucratif et c'est, on le sait, le véhicule qui a sauvé la marque Porsche lors de son arrivée sur le marché en cours d'année 2003.
Maintenant, je vais vous parler du Tesla Cybertruck pour une raison spécifique. J'en ai aperçu un cette semaine dans le stationnement d'un centre commercial avec une plaque de la Californie, donc un véhicule test, un véhicule d'essai. Il était bien sûr à proximité du centre de service Tesla à Mont-Saint-Bruno. Alors, ce n'est pas un hasard, bien sûr, mais il était stationné parmi les autres véhicules. Il y avait un petit Nissan Kicks qui était juste à côté. Et c'est assez intéressant de voir le véhicule dans la jungle, autrement dit, parmi d'autres véhicules, parce que les proportions de ce véhicule-là sont tellement inhabituelles qu'on a de la misère à se faire une idée de sa taille réelle. Et c'est en le voyant à côté d'autres véhicules qu'on connaît qu'on constate à quel point, au final, c'est un gros véhicule, mais peut-être un peu moins que ce à quoi on s'attendait. N'empêche, ce véhicule-là m'a impressionné par son originalité. C'est certain que ce n'est pas le design de l'année en ce qui me concerne, du moins au coup d'œil, parce qu'au niveau de la conception, c'est assurément une idée innovatrice. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'on va faire pour homologuer ce produit-là chez nous au Canada, considérant les arêtes de carrosserie qu'on y retrouve? Parce que les flancs des ailes sont tellement coupés au couteau qu'on peut tout simplement s'appuyer ou s'accoter sur le véhicule lorsqu'il n'est pas en mouvement. Là. En discutant avec d'autres personnes, on s'accote sur le véhicule et on peut se blesser, on peut se faire mal, on peut même se couper tellement l'arête des ailes est franche. Et je me dis que s'il y avait impact avec un piéton, bien, ça serait littéralement fatal. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles doivent développer des véhicules qui sont conçus pour pouvoir absorber un impact en frappant, par exemple, un piéton. Alors, plus de possibilité d'avoir un ornement de capot, par exemple, ou d'avoir des calandres qui sont très franches, très angulaires. Et pourtant, Tesla contourne ces règles-là avec un véhicule qui est vraiment découpé au ciseau et qui est certainement dangereux. Si jamais il y a un impact avec un piéton, ça sera fatal. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se faire mal avec un produit comme celui-là. Je fais juste imaginer, par exemple, un cycliste qui perdrait pied, qui tomberait sur le véhicule et qui pourrait se blesser très sérieusement uniquement parce qu'on a une feuille de tôle qui dépasse de plusieurs millimètres de l'autre partie de carrosserie du véhicule. C'est vraiment mal assemblé et c'est un véhicule de pré-production, certes, mais qui est fidèle à ce qu'on commercialisera sur le marché très prochainement. Alors, bien hâte de voir comment on va réussir à homologuer ça et comment on va justifier que ça puisse être homologué, parce qu'en ce qui me concerne, c'est un véhicule dont la conception, pour cette raison-là, j'entends, est extrêmement dangereuse, parce que sinon, semble-t-il que c'est un produit super sécuritaire. Et Tesla se défend d'ailleurs en disant que le Cybertruck est à ce point sécuritaire qu'on va réussir à éviter toute forme d'impact. Donc, ce que je viens de vous nommer comme exemple de dangerosité, bien, ça ne tient pas la route. Mais ça, évidemment, ça vient de la bouche d'Elon Musk lui-même et certainement pas de l'industrie automobile qui va sérieusement se poser des questions sur ce produit-là. Je vous parle maintenant du gouvernement de l'Alberta qui, tenez-vous bien, va facturer dès l'année prochaine une taxe de 200 $ annuelle à l'immatriculation pour tous ceux qui ont des véhicules électriques immatriculés en Alberta. Et on défend cette cause-là ou cette taxe-là en mentionnant que du côté de l'Alberta, bien, les véhicules électriques sont plus lourds, donc sont davantage susceptibles d'endommager les routes de l'Alberta. Je ne pense pas qu'une Model 3 soit plus lourde qu'un F250 Super Duty, et ça, il n'y a pas de taxe là-dessus, mais c'est la raison qui a été évoquée par le gouvernement de l'Alberta pour cette taxe-là. Mais on justifie aussi la chose en mentionnant que puisque ce ne sont pas des véhicules à essence, on ne collecte pas de taxes sur le litre de carburant qu'on vend du côté de l'Alberta. Bref, on n'est pas très pro-véhicules électriques en Alberta. C'est pas comme si c'était une surprise. Mais d'aller taxer les véhicules électriques, c'est un véritable pied de nez aux autres provinces qui encouragent la vente de véhicules électriques. Et c'est surtout un drôle de contraste avec le gouvernement fédéral qui, lui, va offrir un crédit de 5 000 $ pour l'achat d'un véhicule électrique vendu à moins de 70 000 $, comme quoi il y a des opinions assez divergentes à ce sujet-là. Et c'est intéressant de voir comment l'Alberta est réfractaire à la voiture électrique. C'est une situation pratiquement jamais vue, bref, jamais vue au Canada. Et c'est intéressant de constater que les opinions divergent d'une province à l'autre parce qu'on est juste à côté de la Colombie-Britannique où justement là-bas, bien, il y a beaucoup de véhicules électriques en circulation et il y a des crédits gouvernementaux, autant fédéraux que provinciaux, qui sont applicables à l'achat de véhicules électriques.
Question de la semaine maintenant pour terminer. Quelle berline intermédiaire de fabrication canadienne Dodge a-t-elle commercialisée dans les années 90 uniquement sur le marché américain? Une voiture qui n'était pas offerte chez nous. Réponse lors du prochain vidéo.